Oui, Mesut Özil, c'était ce niveau de football, ce niveau de vision de jeu, ce niveau de passe et de caviar incroyable digne de Kevin De Bruyne et ce niveau de génie. Je n'ai vu personne à ce niveau-là maîtriser à tel point cette petite frappe ricochet, la spéciale et Mesut qui allait lober le gardien derrière. C'était incroyable. Merci Özil pour tout ça, mais imaginez 2 secondes que du côté d'Arsenal, on ait eu droit à un tel fournisseur de caviar et à un buteur du niveau de Thierry Henry en même temps chez les Gunners. C'est simple, Thierry Henry, lui, il a essayé de se projeter. And he has that thing that you look for your midfielder. It seems like he has time all the time. And we all know, right, that it's not the case. But it seems like, you know, that he's playing at home in his garden. Like no one is around him. I would have loved to play with him. Ouais, Thierry, nous aussi on aurait adoré voir ça. Mais on a quand même eu la chance de le voir au Real Madrid avec Cristiano Ronaldo notamment. Il y a eu 39 réalisations où les 2 joueurs étaient impliqués ensemble. 39 dans leur temps de passage au Real Madrid. C'était évidemment le fournisseur de caviar préféré de Cristiano Ronaldo qui a littéralement pété les plombs quand l'Allemand a quitté le Real Madrid, tout comme Sergio Ramos, tout comme Mourinho quand il l'a vu partir, ou alors Isco qui était soi-disant l'homme qui l'avait fait partir du Real. On va se replonger dans tout ça ensemble parce que j'ai découvert des choses, même sur son passage à Arsenal et en Angleterre, et les raisons de son départ. Les amis, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti, on plonge ensemble dans l'histoire de Mesut Özil. Mesut Özil, il est né le 15 octobre 1988 à Gelsenkirchen, en Allemagne. Pardonnez la prononciation, je vous jure, j'ai pas fait allemand LV1 et j'ai pas fait turc non plus, donc pardonnez celle qui va suivre. Ses parents, eux, sont originaires de Zonguldak, en Turquie. Et attention, ce petit détail, il va compter pour la suite, donc gardez-le en mémoire. Rien de fou à signaler dans l'enfance de Mesut Özil, c'est pour ça qu'on va passer très vite dessus. Il fait ses gammes dans différents clubs de quartier. Finalement, il rejoint le centre de formation de Schalke 04 assez tard. C'est avec les U19 qu'il va les rejoindre. Et à l'âge de 17 ans, seulement quelques mois après avoir rejoint le centre de formation du club, il va faire ses débuts en pro. C'est un match de coupe face au Bayer Leverkusen qui se passe relativement bien. Il continue comme ça sur quelques saisons et finalement vient le moment de parler contrat, parler prolongation. Le club est assez confiant et il y a plusieurs versions qui expliquent le fait qu'il y ait une conclusion pas très positive pour Schalke 04. La première version, c'est que Özil était un peu trop gourmand en termes et de temps de jeu et de salaire, et que du coup, les négociations n'ont pas pu aboutir. La deuxième version, c'est que Schalke 04 n'a pas trop cru à l'éclosion de Mesut Özil dans une équipe où il y a déjà beaucoup de talent, ce qui explique le temps de jeu un peu limité du joueur jusqu'ici, et qui fait que du coup, on ne croit pas trop sur le fait de miser et d'investir des sous et du temps dans le talent de Mesut Özil. J'avoue que si je dois choisir, j'ai un peu de mal à croire cette version-là. Mais bon, on va pas se prononcer, on n'a pas le fin mot de l'histoire. La conclusion, c'est simplement que Mesut Özil va quitter Schalke 04 pour le Werder Bremen, une transaction de 5 millions d'euros, c'est pas moche à l'époque, pour Schalke 04 à se mettre dans la poche. La saison, finalement, 2007-2008 de Mesut Özil, elle se fait moitié-moitié dans les 2 clubs. La première moitié, finalement, elle équivaut un peu à la deuxième. Il y a eu 12 matchs disputés sous le maillot de Schalke et seulement 11 du côté du Werder, avec des statistiques qui sont même plus positives du côté de Schalke 04, avec 4 passes décisives réalisées et une seule seulement du côté du Werder. Par contre, la suite va montrer que le Werder Bremen a eu le nez fin en recrutant Mesut Özil. Saison 2008-2009, première saison complète pour Mesut Özil avec le Werder Bremen. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Collectivement, c'est un peu mitigé. On a une 10e place en Bundesliga, comme je vous l'ai dit, mitigé, c'est très moyen. Par contre, on a un premier titre en Coupe d'Allemagne, finale face au Bayer Leverkusen et but de Mesut Özil. Donc monsieur est déjà décisif pour son nouveau club et ça fait un titre, collectivement, c'est pas mal. Maintenant, on regarde la performance au niveau européen. Éliminé de la Ligue des Champions, mais reversé en Europa League. Et ça va tout changer à la lecture de la saison parce que le club arrive, grâce à une épopée folle, jusqu'en finale face au Shakhtar Donetsk. Il y a une défaite malheureusement au bout de la prolongation, 2-1, mais ça pose de belles bases pour la saison suivante et ça va être important. Si on fait un zoom sur les performances individuelles de Mesut Özil, là, c'est vraiment pas mal. Özil, c'est 47 matchs disputés, 39 titularisations pour sa première saison complète, il y a 5 buts et 23 passes décisives réalisées. Franchement, bravo monsieur. Dans ces 23 passes décisives, il y en a 15 faites en Bundesliga qui lui permettent de décrocher le statut de 2e meilleur
passeur du championnat, derrière Misimovic, qui lui est champion avec Wolfsburg. Comme je vous l'ai dit, bonne base pour la saison prochaine, parce que dans cette saison-là, Mesut Özil, lui, il obtient sa première sélection avec la Nationalmannschaft. L'histoire d'amour avec Joachim Löw peut débuter, ça aussi, détail important pour la suite. Et on enchaîne sur la saison 2009-2010. Là, il y a 46 matchs disputés, donc toujours aussi important pour son club, 10 buts marqués pour Mesut Özil, et attention, 30 passes décisives offertes par le milieu allemand. C'est simple, c'est colossal, c'est incroyable. On voit encore un step-up par rapport à la première saison qui était déjà de très très haut niveau. Le club le ressent tout de suite au niveau collectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une 3e place obtenue en Bundesliga, qualificative directement pour la Ligue des Champions. Et Mesut Özil, lui, obtient le statut de meilleur passeur du championnat avec 17 passes décisives réalisées. Franchement, c'est très fort pour une 2e saison dans son nouveau club. C'est que de l'évolution et ce qui va lui permettre, en plus d'arriver lancé pour la Coupe du Monde 2010, là encore, très importante pour la carrière du monsieur. La Coupe du Monde 2010, elle est hyper, méga importante pour Mesut Özil, pour sa carrière, mais aussi pour l'Allemagne et la Nationalmannschaft. Parce que le travail de formation qui a été réalisé depuis avant 2006 et la Coupe du Monde en Allemagne, il commence à porter ses fruits. On atteint les demi-finales, on est éliminé par la grande Espagne, donc il n'y a rien de honteux. Et surtout, il y a un très très beau vivier, une génération dorée qui est à la tête de la Mannschaft. Schweinsteiger, Müller, qu'on l'a dit, donc du coup Özil, Neuer, Podolski, Klose, bref, une vraie grosse équipe qui va faire très mal à tout le monde sur son passage, sauf une défaite face à la Serbie, 1-0. Au-delà de ça, pour Mesut Özil, si on zoome sur ses performances, c'est titulaire à chaque rencontre de la compétition. L'histoire d'amour, je vous l'ai dit avec Joachim Löw, elle est véritable. Et Özil, le bilan comptable, c'est un but, 3 passes décisives. Et surtout, parce que le football, c'est pas que des stats, une grosse, énorme influence sur le jeu de son équipe. Il est dans tous les bons coups, crée des décalages. On l'a dit, des passes décisives. Une vision de jeu qui est semblable à ce qu'il est en train de réaliser avec le Werder Brême. Franchement, grosse masterclass de Mesut Özil sur cette compétition. Malheureusement, ça passe pas contre l'Espagne qui va rafler le titre en demi-finale. Finalement, l'Allemagne termine 3e de cette compétition avec d'énormes promesses pour la suite et un Mesut Özil qui a le monde entier à ses pieds. Inter Milan, Barcelone, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, tout le monde se bat pour arracher l'énorme talent qui est encore dans un club très moyen de Bundesliga. Finalement, la bataille, franchement, elle est captivante, il faut que je vous la raconte. Mesut Özil, il a un rêve. Jouer pour le FC Barcelone de Pep Guardiola au jeu flamboyant qui fait vibrer toute l'Europe du football. Et d'ailleurs, le Barça est sur les rangs comme je vous l'ai dit. Il est invité à visiter le Camp Nou et les infrastructures. Mais finalement, quand il voit que Pep Guardiola ne se déplace pas pour lui, il a mal à son petit cœur, Mesut Özil. C'est pas moi qui le dis, c'est lui dans une déclaration. Avant de me rendre à Barcelone, j'étais convaincu que c'était mon prochain club. J'étais parti pour rejoindre ce club. Il n'y avait aucune autre équipe au monde qui jouait un football aussi beau. Mais, Guardiola n'a pas assisté au pourparlers, il ne m'a pas appelé les jours qui ont suivi, il ne m'a même pas envoyé un SMS. Il ne m'a pas montré qu'il voulait me recruter. Mon intérêt pour un transfert à Barcelone a alors rapidement diminué. La suite, elle est captivante. Franchement, elle est folle parce que c'était pas écrit qu'elle allait signer au Real Madrid. L'Inter Milan, qui se place et voit la brèche, propose 30 millions d'euros au Werder Brême et se met d'accord avec toutes les parties. Que ce soit le club avec une grosse proposition, Mesut Özil avec un beau projet et même le père de Mesut Özil qui est son conseiller très influent dans les décisions du joueur. Tout est bouclé, le transfert va être fait. Mais la magie Florentino Pérez opère. Monsieur débarque dans les négociations et décide d'inviter Mesut Özil à visiter Santiago Bernabéu et les infrastructures du club. Pour le séduire, il choisit un guide bien inspiré, José Mourinho, qui fait part aux joueurs de tout son projet, de l'importance qu'il va avoir dans ce nouveau projet au Real Madrid, et surtout il lui montre la salle des trophées qui fait briller les yeux de Mesut Özil et qui finit de le séduire. Du coup, rétro-pédalage, il n'y a pas de transfert vers l'Inter Milan qui est dégoûté. Et en plus, Florentino Pérez fait opérer sa magie parce qu'il arrive à obtenir ce transfert pour un peu plus de la moitié de ce qui a été proposé par l'Inter Milan, à savoir 18 millions d'euros. Mesut Özil signe au Real Madrid. Sportivement, franchement, ça se passe plutôt bien pour Mesut Özil qui convainc tous les merengues, que ce soit au niveau du club mais aussi au niveau des fans,
et même ses coéquipiers très rapidement. Par contre, en interne, la relation avec José Mourinho a mis un peu de temps à se mettre en place et l'anecdote valait le coup d'être partagée. Du coup, je vous montre ça. C'est pas très précis parce que Mesut Özil, quand il le confie dans une interview à Bild, il n'est pas capable de resituer le match exact dans lequel ça se passe. Mais à la mi-temps, il sait que son équipe mène 2-0, mais que la performance dans l'attitude de ses joueurs ne convainc pas José Mourinho, qui décide de les secouer à la pause dans le vestiaire. Il s'en prend à tout le monde, notamment à Sergio Ramos, et vient le tour de Mesut Özil. Franchement, l'échange, il est épique. Tu crois que ça suffit de faire 2 bonnes passes? Tu te sens si fort que tu peux te donner à 50% et que ça suffise? Comment tu veux que je joue? Souffle Mesut Özil à Sergio Ramos, assis à côté de lui, qui venait de se prendre lui aussi une soufflante par José Mourinho, et il veut pas être dans un conflit direct avec son coach, mais il est quand même agacé. Mourinho entend et décide de répondre. Je veux que tu te battes pour récupérer le ballon, pas que tu sautes comme un cabri dans les duels. Si t'es si fort, tu sais quoi? Prends mon maillot et va jouer à ma place. Mourinho sourit, satisfait de ce qu'il a provoqué chez son joueur et répond. Ah donc du coup, tu décides d'abandonner. Tu veux prendre ta douche et aller laver tes beaux cheveux. Ou alors, tu décides de reprendre ton maillot et de montrer aux fans et à tout le monde ce dont tu es capable. Provocation qui prend effet. Mesut Özil ramasse son maillot, le met sur son dos et retourne sur le terrain. Même si cet échange montre une tension, Özil lui-même va avouer que ça a beaucoup fait évoluer sa mentalité, son approche des matchs et du football, et que effectivement, il pensait qu'il suffisait de bien jouer pour être performant dans le football. Chose qui s'avère vraiment fausse quand on voit les performances de certains joueurs et certains cracks qui n'ont pas réussi à percer. Je vous laisse faire la liste, moi elle me fait trop mal. On continue donc parce que la relation entre José Mourinho et Mesut Özil, franchement, elle va passer du compliqué à père et fils. C'est pas moi qui le dis, c'est Florentino Pérez avec encore une fois une anecdote plutôt sympa. Parce que quand José Mourinho se permet de donner des conseils sur le terrain, il en donne aussi hors terrain. Parce qu'il voit que son joueur tombe amoureux de Madrid et notamment d'une top modèle qui est dans le coin et il décide de lui donner des conseils en matière de femmes. Écoutez ça, ça vaut de l'or. Le dice, oye, ¿me dejas que yo te hable de confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, aprovecha. Sí, claro. Y mira, esa tía con la que sales se la ha follado. Todo el Inter, todo el Milán, dice, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. I am José Mourinho. La saison 2010-2011 de Mesut Özil au Real Madrid, c'est pas que des histoires de querelles avec José Mourinho, non, c'est aussi et surtout des performances sur le terrain. 50 matchs disputés, 10 buts marqués, 28 passes décisives réussies, c'est colossal, surtout pour une première saison d'un jeune joueur à ce niveau-là. Et c'est aussi 7 passes décisives réussies en Ligue des Champions, mais c'est fou. Sur 11 matchs joués, il est éliminé par le FC Barcelone de Guardiola en demi-finale. Il a aussi marqué un but, mais ça fait de lui le meilleur passeur de la compétition dès sa première saison avec le club. Colossal, grosse performance, à tel point que du côté de la Liga aussi on est émerveillé, et à juste titre, parce que c'est 19 passes réussies dans le championnat, seul Lionel Messi arrive à le devancer dans le classement des passeurs, mais en termes d'impression laissée sur le championnat, sur les fans, sur le club, sur les coéquipiers, y a rien à dire, tout le monde est unanime. Mesut Özil, c'est du très haut niveau, et Marca révèle même que personne n'a fait mieux que lui sur les premières impressions laissées à tout le monde, si ce n'est Ronaldo, le Brésilien. Seul Ronaldo Nazario, qui avait inscrit un doublé pour son premier match face à Alaves, peut se targuer d'avoir conquis les cœurs des fans du Real Madrid aussi rapidement. La saison 2011-2012, elle est un peu particulière. Mesut Özil a mis du temps à démarrer, mais au mois de janvier, il redémarre. Il est élu meilleur joueur allemand sur l'année civile, grâce notamment à ses performances de la saison passée. Mais il va reprendre là où il avait laissé les choses, avec quelques mois de retard. Il finit donc la saison avec 52 matchs disputés, 7 buts marqués, 28 passes décisives, donc c'est toujours du très haut niveau. Record absolu réalisé par José Mourinho cette saison, 100 points obtenus par le Real Madrid qui devance le FC Barcelone de Pep Guardiola. Mesut Özil, lui aussi, il arrive à être sacré parce qu'il devient meilleur passeur du championnat avec 19 réalisations et il bat donc Lionel Messi cette fois-ci. Tout est au vert personnellement pour ce joueur. Individuellement, il y a très peu de choses qui sont compliquées pour lui, à tel point que José Mourinho est obligé de s'incliner devant le talent de son joueur quand il est en interview avec une chaîne allemande. Mesut Özil est le meilleur numéro 10 du monde. Il a des qualités semblables à Zidane et Luis Figo. Il écrira une très belle histoire au Real Madrid. Au sortir de cette saison
très éreintante avec le Real Madrid, mais très positive. Finalement, Mesut Özil rejoint la Nationalmannschaft pour y disputer l'Euro 2012. Et malheureusement, l'expérience n'est pas aussi positive que ce qui s'est passé pendant le Mondial 2010. Du coup, Mesut Özil est pointé du doigt, mais conserve largement la confiance de son sélectionneur qui va même la réitérer au prochain rassemblement. Finalement, cet Euro 2012, il va marquer un tournant dans la carrière de Mesut Özil et il va être très difficile à digérer, même pour lui par la suite, et vous verrez pourquoi. Avant de partir à cet Euro, qui a finalement été très moyen pour lui, le père de Mesut Özil, Mustafa Özil, décide d'aller frapper à la porte de Florentino Pérez afin de négocier une revalorisation salariale de son poulain. Malheureusement, Florentino Pérez n'est pas trop de cet avis et décide que le timing est très mal choisi. D'ailleurs, les performances de Mesut Özil à l'Euro avec la Nationalmannschaft vont dans le sens du président du Real Madrid. Retour de Mesut Özil de cette compétition, Luka Modric lui est arrivé du côté du Real Madrid et le manque de réponse du Real Madrid est vu en plus de ce transfert comme une sorte de mise en concurrence de Mesut Özil parce que Modric, qui certes est plus un milieu relayeur, peut également évoluer comme numéro 10 comme il l'a fait en sélection avec la Croatie ou même avec Tottenham. Arrivée de Carlo Ancelotti, tout ça bouge du coup pas mal et surtout la confiance qui va être donnée par Ancelotti est approuvée pour Mesut Özil. Tout au long de cette saison 2012-2013, il y a aussi les discussions avec Florentino Pérez qui n'aboutissent pas parce que la proposition faite par le Real Madrid à Mesut Özil, qui est pourtant en pleine bourre, ne vont pas convaincre le joueur et son clan, qui décide donc d'aller taper à la porte des autres clubs qui pourraient être intéressés par les services de Mesut Özil. On parle du Bayern Munich, on parle également du FC Barcelone, pas que, on parle aussi de Chelsea, de Manchester United du côté du papa. Le joueur, lui, décide de contacter un entraîneur, un ancien entraîneur, à qui il avait promis que dès que l'opportunité de jouer dans un autre club allait se présenter et allait être le bon moment, il allait décider de contacter en priorité un fameux entraîneur français du côté de Londres, un dénommé Arsène Wenger. Je devais agir pour le bien de ma carrière, ce n'était pas facile pour moi au début, mais j'ai choisi d'appeler un numéro que j'avais sur mon téléphone depuis 2010. Monsieur Wenger, j'ai promis de vous appeler en premier si j'avais la possibilité de jouer pour un autre club. Le moment est arrivé. Arsenal va réussir à tomber d'accord avec le Real Madrid parce que, évidemment, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord en termes contractuels, le Real Madrid s'est déjà montré à plusieurs reprises très ferme sur ses décisions. Ce sera ça et pas autre chose, malgré l'importance du joueur dans l'effectif. 47 millions d'euros, c'est une belle vente pour le Real Madrid à l'époque, surtout un sacré paquet investi par Arsenal qui veut faire de Mesut Özil son homme providentiel, le nouveau Thierry Henry important pour mener le club vers le succès. Cette décision de voir Mesut Özil quitter le Real Madrid va rendre fou plusieurs membres très importants du vestiaire du Real Madrid. À commencer par Cristiano Ronaldo, qui était le premier à profiter des talents de l'Allemand, notamment pour marquer des buts grâce à ses passes décisives nombreuses au cours de la saison. Sergio Ramos, lui aussi, a montré son gros mécontentement en indiquant que s'il avait été membre du board du Real Madrid, Mesut Özil aurait été parmi les derniers à quitter le club dans sa carrière. Mais la décision finalement stratégique et politique de Florentino Pérez, elle est finalement appuyée aussi par les choix techniques et tactiques de Carlo Ancelotti du côté du bord du terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le recrutement, après celui de Modric la saison passée, de Isco en provenance de Malaga, qui est un pari sur l'avenir, un meneur de jeu également avec de grosses qualités à développer, à parfaire du côté du Real Madrid. Son début de saison est plutôt convaincant, en tout cas suffisamment aux yeux de Carlo Ancelotti qui décide de l'aligner sur les premiers matchs plutôt que Mesut Özil qui débute sur le banc. Ça finit de convaincre tout le monde, Arsenal rafle la mise et tout le monde devrait être content, si ce n'est Cristiano Ronaldo et consorts. À l'arrivée de Mesut Özil du côté d'Arsenal, José Mourinho lâche une petite phrase dont il a le secret qui peut être lu de 1001 manières. Avec Özil, Arsenal devient un prétendant au titre. Alors forcément, la première façon de lire cette déclaration de Mourinho en conférence de presse, c'est simplement de dire qu'il rend hommage à un joueur qu'il a beaucoup apprécié et qui lui a rendu de fiers services du côté du Real Madrid, et que c'est simplement une déclaration très gentille à l'attention de son ancien joueur. L'autre façon, un peu plus perverse, de lire cette déclaration de Mourinho, c'est de dire qu'il s'amuse à mettre un peu la pression sur Arsenal, sur Arsène Wenger, et à alléger un petit peu les attentes qui sont placées autour de son Chelsea à lui, parce que perdre face à un prétendant au titre, c'est embêtant, mais c'est compréhensible. Perdre contre une équipe qu'on estime pas du tout prétendante au titre,
là on peut s'attirer les foudres et des fans et de la presse. I am José Mourinho. Mais ça illustre aussi l'importance du transfert de Mesut Özil du côté d'Arsenal, que ce soit à l'échelle de la Première Ligue et du message envoyé, à savoir Arsenal est en route vers les performances de son passé, retrouve un homme leader, retrouve un Messi, un peu comme pouvait l'être Thierry Henry en son temps du côté d'Arsenal. C'est en tout cas l'ambition que cherche Arsenal en faisant venir un homme tel que Mesut Özil, en investissant autant sur le transfert, autant sur le salaire, qui est très très loin des habitudes de Arsène Wenger à cette époque. C'est en tout cas le message envoyé. Et on y croit beaucoup en interne, mais aussi du côté des supporters d'Arsenal. Finalement, la première saison de Mesut Özil, c'est un premier test. En termes de statistiques personnelles, pour un joueur qui s'adapte à la Première Ligue, c'est tout à fait correct. On est sur 40 matchs disputés, donc pas tellement de blessures. On est sur 7 buts marqués. Donc c'est plutôt pas mal pour un milieu de terrain et surtout, on est à 14 passes décisives. Donc là aussi, pour un lancement en Première Ligue et une découverte de ce championnat, c'est très encourageant pour la suite. D'autant que Mesut Özil a toujours surperformé par rapport aux années passées. Sa première saison au Real Madrid était très costaud, mais il a fait encore mieux derrière. Tous les supporters d'Arsenal peuvent s'attendre à du mieux. L'autre côté qui est un petit peu embêtant, la petite ombre au tableau, c'est l'élimination en Ligue des Champions, qui fait que Arsenal perd face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale. Là encore, c'est une frustration. Arsenal prétend à au moins des quarts ou des demi. Une élimination dès les huitièmes de finale est assez embêtante, surtout que Mesut Özil était aussi là pour ça, pour permettre à Arsenal d'arrêter de perdre face à des gros et justement de devenir un prétendant très sérieux et très intéressant dans la Ligue des Champions et la Première Ligue. C'est pas le cas. En termes de classement, pas de bond en avant non plus au niveau de la Première Ligue. C'est-à-dire qu'Arsenal finit exactement 4e, la même place que la saison précédente, donc pas d'évolution notable, mais c'est une première saison, encore une fois, très bonne nouvelle pour la suite et motif de beaucoup d'espoir. Arrive le Mondial 2014. Mesut Özil s'envole avec sa sélection pour le Brésil et il y vivra là-bas, encore une fois, une expérience très mitigée. Certes, il y a un sacre, avec encore une fois cette génération dorée de l'Allemagne qui inflige une énorme correction au Brésil, chez lui, 7 buts à 1, un moment mémorable dans le monde et l'histoire du football. Cette fois-ci, aucun gros n'a réussi à terrasser cette équipe d'Allemagne qui a donc gagné en maturité, est devenue plus forte et a atteint du coup le summum qu'elle attendait atteindre avec ce gros projet de formation à l'échelle nationale. Très beau message, sauf que, ombre au tableau encore une fois, Mesut Özil n'est lui pas un grand artisan de ce sacre allemand. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'il a pu faire en 2010, et plutôt dans la lignée de ce qu'il a pu faire en 2012, il est très critiqué parce que ses performances sont à la fois peu impactantes sur le jeu collectif et l'expression collective de son équipe. Ses statistiques personnelles d'un but et d'une passe décisive, donc très tard dans la compétition et dans un match relativement facile finalement, c'est assez compliqué de dire que Mesut Özil a eu un impact très important. Joachim Löw est d'ailleurs obligé de monter au front pour le défendre, parce que Mesut Özil est pris pour cible par les fans et par la presse, à l'instar de Mario Götze, qui subissent les foudres chaque semaine et chaque jour passé dans la compétition, qui réclament systématiquement leur remplacement et le fait de les mettre sur le banc pour d'autres talents qui sont présents et attendent leur chance. C'est ce qui va arriver à Mario Götze, qui va être mis sur le banc jusqu'à cette finale d'ailleurs où il va rentrer et marquer face à l'Argentine. Mais Mesut Özil, lui, a droit à un traitement un peu différent de la part de son entraîneur. Cette histoire d'amour dont je vous ai parlé, qui avait débuté il y a quelques temps maintenant, elle se confirme là, il y a une grosse relation et Joachim Löw estime lui que les sacrifices que peut faire Mesut Özil en jouant notamment sur un côté ou dans le repli défensif ou dans les consignes qui peuvent être données jouent un rôle très important dans l'équilibre de l'Allemagne. On peut se permettre d'en douter quand on voit l'attitude un peu nonchalante de Mesut Özil à la perte du ballon. C'est quelque chose qu'il fait également quand il a le ballon dans les pieds. Il paraît tellement facile et nonchalant que c'est tout autant admirable que frustrant parfois. Finalement, encore une fois, il est champion du monde, il pourra se cacher derrière cette étiquette, mais finalement Özil n'a pas un énorme impact sur la prestation de l'Allemagne au Brésil et vient même après le but en finale de Mario Götze qui lui du coup met un but très décisif pour tout le monde. Mesut Özil ne l'a pas été. La saison 2014-2015 devait être la saison de la confirmation, la saison où Mesut Özil allait enfin pouvoir porter Arsenal, comprendre les codes de la Première Ligue et faire comme il a fait partout où il est passé par le passé dans les anciens clubs, c'est-à-dire performer davantage. Sauf que,
Au final, les statistiques de Mesut Özil, c'est 32 matchs disputés, seulement 5 buts marqués et 9 passes décisives. C'est vraiment à cette dernière statistique qu'on évalue beaucoup les performances de Mesut Özil qui sont vraiment en dents de scie. La grosse circonstance atténuante qu'on peut lui accorder, c'est son énorme blessure qui va le tenir éloigné des terrains entre octobre 2014 et janvier 2015. Les ligaments du genou sont touchés, c'est très difficile d'une de se remettre, deux de retrouver ses sensations d'ici la fin de saison et ça va se ressentir au niveau des performances de Mesut Özil, qu'elles soient individuelles ou collectives. Arsenal le subit. On avance, saison suivante. Mesut Özil, là, va réaliser une préparation de très haut niveau, récupérer totalement ses moyens d'après sa blessure et vouloir répondre enfin aux attentes et aux critiques qui peuvent commencer à tomber sur lui. Les performances XXL d'Ozil sur la saison 2015-2016 sont aussi complétées par le fait qu'il y a un alignement des étoiles. C'est-à-dire que Chelsea n'y arrive pas, Manchester City non plus, United cherche une identité et même Liverpool ne répond toujours pas présent. Ça veut dire que tous les voyants sont au vert pour qu'Arsenal aille chercher ce titre. Mesut Özil, son homme fort, son homme providentiel, répond présent à tous les matchs et du coup présent à chaque fois pour essayer de porter son équipe. Mais malheureusement, encore une fois, Arsenal n'y arrive pas et finira quand même deuxième, mais relativement loin du champion Leicester, inattendu, qui n'avait aucune place dans les pronostics et qui va aller rafler la mise. Alors, il y a deux façons, encore une fois, de lire le sacre de Leicester. Il y a à la fois, finalement, un moment de l'histoire du foot. Les dieux sont en suspens et décident de tout donner à un club, une surprise qui n'était pas du tout destinée au départ à réaliser ce genre de performance. Mais ça fonctionne et l'équipe est très forte. L'autre façon de dire tout ça, c'est aussi que tous les gros n'ont pas répondu présent. Parce que la performance de Leicester est certes mémorable par rapport à l'histoire et l'échelle du club au sein de la Première Ligue, mais en termes de nombre de points cumulés, on est loin des plus gros championnats qu'ait connu la Première Ligue. Donc c'est pas non plus un exploit en termes de performance que d'être champion avec 81 points. C'est là que le bas blesse pour Arsenal. Parce qu'Arsenal aurait dû avoir au moins ce rythme-là, en voyant que les gros ne répondaient pas présents, en voyant que finalement ils étaient tout seuls avec leurs meilleurs joueurs qui répondaient présents chaque match de toute la saison. Il y avait tout pour aller au bout et être premier. Se voir griller la politesse par Leicester avec un nombre aussi important de points d'écart, montre que Arsenal a quelque chose qui ne va pas, quelque chose à corriger, et que finalement, c'est peut-être pas Özil le problème. Tous les détracteurs diront que finalement, Arsenal n'y arrive pas, Özil n'est pas assez fort, mais cette saison précise est la preuve inébranlable et indiscutable que Mesut Özil au top ne suffit pas à ce qu'Arsenal remporte des titres. Il y a peut-être un problème d'équipe, un problème de qualité au sein de cette équipe, au-delà du meneur de jeu. Finalement, au fil des saisons, la solution Mesut Özil, qui devait être l'homme providentiel, devient également un problème. C'est souvent le cas dans le football quand les résultats ne suivent pas, alors qu'on donne beaucoup à un même joueur un peu starifié. On lui a donné un gros salaire, on a réalisé un gros transfert, on lui a accordé des passes droits. Il a eu beaucoup de, clémence de la part même des fans et de la part du board pour juger de ses performances. Et finalement, elles sont un petit peu en dents de scie. Je vous l'ai dit, à l'injustice à mes yeux de la saison précédente, où finalement Mesut Özil répond largement présent et ça ne marche quand même pas du côté d'Arsenal. Le problème n'est donc pas Özil, mais il peut en être un. Surtout quand ses performances à lui commencent à décliner après cette saison 2015-2016 et ce titre de Leicester. Nacho Monreal disait lui-même que Mesut Özil et son comportement devenaient un problème en interne. Son problème, c'est qu'il avait des problèmes avec tout le monde. Ça s'est mal fini avec Arsène Wenger. Unai Emery a essayé de le faire revenir et d'en faire un leader. Il a ensuite compris que certains de nos coéquipiers étaient en meilleures conditions. C'était un des meilleurs joueurs de notre équipe, un des mieux payés, mais il n'avait pas le niveau requis. Une phrase lourde, une phrase compliquée à digérer pour le meilleur joueur d'une équipe tel qu'Arsenal, du statut de Mesut Özil, mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment contredire Nacho Monreal sur cette histoire-là quand on voit l'évolution de ses statistiques ? Oui, c'est vrai, la fin est compliquée, on va le voir ensemble. Mais du côté d'Unai Emery, quand il arrive au club, il fait tout pour que ça fonctionne. Nacho Monreal l'a dit lui-même, tout a été tenté, il y a eu beaucoup de communication, et Unai Emery a même expliqué sa stratégie vis-à-vis de Mesut Özil pour essayer de le relancer, et qui montre que, une fois encore, les passes droits et la confiance étaient au rendez-vous. J'ai beaucoup parlé à Özil, mais il fallait qu'il soit critique avec lui-même également. L'attitude n'allait pas, il n'était pas impliqué. Il aurait même pu être capitaine, mais le vestiaire n'a pas voulu. Ce n'est pas ce que j'ai décidé, c'est ce que le vestiaire et les joueurs ont décidé. Lorsque le vestiaire décide de ne pas se ranger derrière son meilleur joueur, comme l'est reconnu par Nacho Monreal, c'est qu'il y a un problème de comportement. Et que finalement, Unai Emery n'a pas forcément tort quand il parle d'implication,
qui pouvait manquer du côté de Mesut Özil. C'est aussi très problématique de continuer dans un club où on est rejeté de cette façon-là. Finalement, il y a quand même un désaveu et un souci de confiance envers ton homme fort et envers l'image que peut avoir ton homme fort au sein de ce vestiaire-là. Derrière, ça va se confirmer. Mikel Arteta prend la suite d'Unai Emery qui aura un bilan assez mitigé avec Arsenal. Arteta a été un coéquipier de Mesut Özil et décide de le relancer, de lui faire confiance, encore une fois, en le plaçant en numéro 10 dans les meilleures conditions, le meilleur poste de Mesut Özil pendant plusieurs rencontres. Sauf qu'au fil des matchs, entre le football exigé par Mikel Arteta, qui demande beaucoup d'implication, beaucoup de dépassement de soi, comme on peut le voir du côté d'Arsenal chaque saison, avec notamment Odegaard qui répond parfaitement à ce rôle-là aujourd'hui, et finalement Mesut Özil finit par disparaître des compositions d'équipe et du rôle important qui lui est donné en début de saison. Après le Covid d'ailleurs, on ne verra quasiment plus Mesut Özil réapparaître. Finalement, Mikel Arteta, tout comme tout le club dans son entièreté, a du mal à faire confiance à Mesut Özil, à tel point que la saison suivante, la deuxième saison de Mikel Arteta sur le banc d'Arsenal, Mesut Özil va être laissé en dehors de l'effectif qualifié par Arsenal pour disputer la Premier League. Mikel Arteta est sorti en conférence de presse pour expliquer la raison de ce choix-là, lui indique que c'est purement sportif et rien d'autre. I failed because I want the best possible Mesut for the team, and at the moment I haven't been able to do it because I have to make the decision to leave him out of the squad. Honestly, I take full responsibility. I have to be the one getting the best out of the players. It's my responsibility. And again, it's nothing related to anything or any behavior or like I read the pay cuts. It's not true. It's my decision. If someone has to blame me, and it will happen when we lose football matches, my responsibility. La première raison, en dehors du sportif, qui pourrait expliquer le fait de mettre à l'écart un joueur du talent de Mesut Özil, remonte à la période du Covid. Pendant la pandémie, le monde du football a été frappé par une énorme crise économique et devait trouver tous les moyens possibles pour essayer d'économiser afin de conserver les employés du club, mais également survivre à cette période un peu compliquée. Il a tout de suite été question que les joueurs réduisent leur salaire, même si cela pouvait être échelonné et rattrapé plus tard, afin que les clubs puissent retomber sur leurs pieds. Mesut Özil, comme d'autres joueurs de football, mais lui a décidé de ne pas accepter la requête du club. Pour économiser des dépenses jugées superflues, le club d'Arsenal décide également de licencier la mascotte du club. Évidemment, pas de supporters dans les stades pendant le Covid, donc du coup pas besoin d'animation, donc pas besoin de la mascotte. Mesut Özil, lui, qui a refusé de baisser son salaire, va venir en aide à la mascotte en mettant un message sur les réseaux sociaux disant qu'il est prêt à payer le salaire de cette personne-là afin qu'elle reste impliquée au sein du club. Deuxième fois, même si là le geste est vraiment très admirable et de bon cœur, en tout cas sur le papier, c'est aussi un geste de défiance envers sa direction qui prend des décisions et les annonce même à contre-cœur, surtout difficiles à annoncer aux supporters, et que le super-héros Mesut Özil arrive pour contredire tout ça. Interprétez ça comme vous le souhaitez. L'autre raison qui aurait mis des tensions en dehors du sportif entre Mesut Özil et son club, c'est le soutien officiel apporté par Mesut Özil au peuple ouïghour. Je n'émets là aucun jugement d'une quelconque manière, je suis très neutre et je vous rapporte simplement les faits. Les Ouïghours sont en relation très tendue, et c'est un euphémisme de le dire, avec la Chine, qui entretient, elle, de très bons rapports avec Arsenal sur le plan marketing et financier. Donc, les relations commerciales étant très importantes pour le club, voir son joueur phare supporter l'ennemi entre guillemets de la Chine qui est le partenaire du club, et là aussi ça passe difficilement. Donc du coup il y a plusieurs petits bruits de couloir en interne, attitudes, convictions qui ont fait que finalement les deux parties ne s'entendaient pas forcément et qui a pu pousser le club à des mesures drastiques comme mettre son joueur vedette en dehors du groupe retenu pour disputer la Premier League et la saison de football avec Arsenal. C'est pas du tout la seule fois que Mesut Özil va se retrouver au cœur de polémiques à cause de convictions personnelles ou de messages relayés sur les réseaux sociaux. En 2018, juste avant de partir pour la Coupe du Monde en Russie, Mesut Özil et İlkay Gündoğan, ancien joueur de Manchester City, vont décider de prendre une photo avec le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. La Turquie, c'est le pays d'origine de leurs parents, à tous les deux, İlkay Gündoğan et Mesut Özil. C'est pourquoi il y a un énorme intérêt pour ce qu'il se passe dans le pays et aussi une envie de montrer un attachement à leurs racines. Le problème, c'est que le personnage de Erdogan est très controversé, notamment en Allemagne.
Les deux joueurs vont donc être au cœur d'une polémique parce que la population et les partis politiques les plus extrêmes de l'Allemagne vont demander à ce que ces deux joueurs-là ne représentent plus jamais l'Allemagne et la Nationalmannschaft lors de la prochaine compétition notamment. La fédération et Joachim Löw tentent d'être désamorcés en expliquant que les deux joueurs ne se rendaient pas forcément compte de l'impact que pouvaient avoir ces deux photos qui ont d'ailleurs été relayées sur les réseaux sociaux du parti politique du président de la Turquie et non pas ceux des joueurs. Sauf qu'il y a une impasse, les deux joueurs ne sont pas forcément enclins à faire des excuses, ça va finalement arriver, certaines plus timides que d'autres, et finalement on tente de désamorcer comme ça, parce qu'il est hors de question pour la Nationalmannschaft de partir sans ces deux joueurs qui sont des joueurs importants pour Joachim Löw en Russie pour aller disputer la Coupe du Monde. Malheureusement, et c'est souvent le cas dans ce genre de situation, le sportif peut jouer un rôle bon comme mauvais. Les résultats de la Nationalmannschaft n'étant pas bons et les performances personnelles de Mesut Özil étant très mauvaises, l'Allemagne est éliminée dès la phase de poule et la réaction des fans est d'autant plus virulente envers Mesut Özil notamment. Les insultes racistes volent dans tous les sens. Mesut Özil ne peut plus supporter cette pression et cette mauvaise ambiance à son encontre, ne se sent pas du tout soutenu par la fédération et les partis politiques de l'Allemagne et décide de lâcher des phrases lourdes de sens. Lorsque l'on gagne, nous sommes Allemands. Lorsque l'on perd, nous sommes immigrés. Une phrase qui va résonner très fort dans l'esprit de toute la population allemande et faire encore une fois monter la colère et l'incompréhension des deux côtés au niveau supérieur. Poussé à bout et poussé dans ses retranchements, Mesut Özil va donc décider de prendre sa retraite internationale avant ses 30 ans car il ne supportait plus cette ambiance et le traitement qui lui était infligé. Les deux situations sont différentes parce que Gundogan, lui, va continuer, va d'ailleurs être présent pour la Coupe du Monde suivante en 2022, mais Mesut Özil ne reportera plus jamais le maillot de la Nationalmannschaft. Qui de mieux que la Turquie, que Fenerbahçe pour retrouver de l'amour, du soutien pour un joueur qui en manque cruellement et qui a besoin de ça pour évoluer au plus haut niveau. Malheureusement, malgré l'enthousiasme qu'il y a avec son retour en Turquie sur ses terres d'origine, Mesut Özil ne retrouvera jamais le niveau affiché au Real Madrid ou même au meilleur moment de son passage à Arsenal. Finalement, Mesut Özil, c'est meilleur passeur de Bundesliga, meilleur passeur de Liga, meilleur passeur de l'Euro, meilleur passeur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Première Ligue. Mais avec autant de récompenses individuelles, il n'aura jamais soulevé de Ligue des Champions. Et malheureusement, la Coupe du Monde qu'il aura soulevée, c'était pas une Coupe du Monde dans laquelle il aura joué un rôle prépondérant. C'est assez frustrant, Mesut Özil, dans la lignée des Hatem Ben Arfa, dans la lignée de beaucoup d'autres joueurs très talentueux qui n'auront pas poussé leur talent jusqu'au bout, même si, pour Mesut Özil, avoir touché au Real Madrid et à Arsenal notamment, la Ligue des Champions, on a du mal à être frustré et à en demander plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la carrière de Mesut Özil ? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? Qu'est-ce que vous avez pensé des épisodes précédents, notamment celui d'Adriano qui est sorti il y a quelques semaines ? Dites-nous ça en commentaire, je compte sur vous les amis. On a encore plein de sujets foot à voir ensemble. Alors restez sur Call Interview et à très vite. Ciao.